Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux faits saillants de l'actualité. Les affrontements entre gangs rivaux à Cité-Soleil ont fait au moins 80 morts depuis le week-end écoulé. Des milliers d'habitants fuient les quartiers touchés, tandis que la vie quotidienne est totalement paralysée dans plusieurs zones de la commune. Dans l'intervalle, la PNH annonce le déploiement d'unités spécialisées et de véhicules blindés dans plusieurs zones de la plaine du cul-de-sac afin de contenir la violence des gangs et sécuriser les populations déplacées. Et puis le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies s'inquiète d'une hausse alarmante des violences sexuelles en Haïti. Près de 2000 cas recensés en 3 mois selon l'OCHA, qui alerte sur l'explosion de ces violences dont les femmes et les filles restent les principales victimes. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le bilan provisoire des affrontements à Cité-Soleil continue de s'alourdir. Au moins 80 morts ont été recensés après une intensification brutale de la guerre des gangs entre le week-end dernier et le lundi 11 mai. Selon l'organisation Combat pour la paix et le développement, des milliers d'habitants ont fui les quartiers nord de la commune pour échapper au massacre. Les zones d'Aral, de la rue Germain, de Sarthe 40, de Route 9, de Blanchard, de Pierre 6, de Fourgy, de Terre-Noire, de Nérette et de Malo sont au cœur d'une vaste offensive menée par la coalition des gangs 400 Maozo, Taliban et Chamécham. Outre les exécutions par balles, des témoins font état de décès liés au stress extrême provoqué par les combats, notamment des crises cardiaques. Plusieurs dizaines de maisons auraient également été incendiées volontairement par les assaillants. Face à l'escalade de la violence à Cité-Soleil, le pasteur Jean-Enoch Joseph tire la sonnette d'alarme sur un bilan humain qu'il qualifie déjà de terrible. Alors que la coalition Vivre Ensemble semble s'être fracturée, de violents affrontements opposent les gangs de Canaan, de Chien-Méchant et de 400 Marozo à celui de Terre-Noire pour le contrôle stratégique des postes de péage. Dans une zone pratiquement abandonnée par les forces de l'ordre, le leader communautaire déplore une situation devenue incontrôlable dont le coût humain demeure encore difficile à évaluer avec précision. Écoutons les propos du pasteur Enoch. Bon, c'est sûr que tout le monde va en seul côté. Moi-même, j'ai des gens qui sont en contact avec eux, en contact permanent avec eux. Moi, je connais des gens qui sont sur l'aéroport, qui sont dans Maïgaté, qui dans des espaces publics. Alors, business moun fait qui a place pour qu'il y ait des gens. Au contraire, hier soir, je fais un mouvement pour me voler l'argent pour vous faire manger côté où il y a dans l'espace côté. Il y a un problème au monde, ou il y a un fait pour régler, et puis l'État n'a pas pris responsabilité, il y a tiré mon pour sortir dehors. L'argent est pour fonctionner, pour régler l'affaire, pour obliger à voir, mon pour acheter tout ça tirer. Alors, vous faites ça là, vous ministre affaires sociales là, il va régler mon rien. Nous, nos situations de crise humanitaire, nous ça même c'est pas là pour contrer avec Bandio, nous avons de charger côté moun yoyé pour manger au moins un plat chaud, sous ta pour charger moun. D'ailleurs, on te fait tentative pour bloquer la rue. Moi retourner demander au bloquer ou ta aéroport, pas quitter moun passer dans route aéroport. On va demander au bouler machine moun, pas demander au bouler caoutchouc, mais bloquer les gens capable pour empêcher que route aéroport fonctionner parce que c'est route aéroport l'état besoin fonctionner, moun en bas mettre mourir. Yo mettre bloquer, bref, bloquer route aéroport. Moi demander moun bloquer route aéroport aujourd'hui, pas quitter route aéroport fonctionner même bloquer, faire chercher l'autre côté pour passer parce que il y a la police qui peut tirer sur moun qui a bloqué route aéroport, mais pas la police qui peut tirer bandit qui a tiré moun en bas la cité. Il y a des gens qui allaient dans le centre-ville Cité-Soleil là tout. Il y a des gens qui entrent dans le centre-ville là, zone Brooklyn, zone Boston et zone Bellevue. Il y a un peu de monde qui entre là dedans, monde qui était là, ils sont allés là caillou. Mais faut me dire que zone ça li déserte. Parce que tout le monde, presque tout le monde gagne. Monde qui était, c'est soit c'est monde qui a boumé autour ou bien avec monde qui pas aucun côté au cas déplacé. Ils étaient là, ça fait le festival mourir. Nous connaissons un pile gros entreprise qui en bas dans zone ça pasteur Enoch. Maintenant, selon information qu'on gagne, comment l'entreprise a arrivé à fonctionner malgré situation? Bon, il y a une entreprise en bas, je toujours dis ça. Zone ça, c'est zone qui gagne plus cob dans la commune de Soleil là. Et ou gagne e-power, ou gagne séjourné, ou gagne Babankou,
la couronne, elle dit Babankou, me dit là, c'est gros bagaille. Derrière moi, il sur ton autre, il y a la caillou. Mais qu'on est des fois accompagné des blindés, etc. Il y a gros responsable Babankou qui entre. Pour la couronne, il y a dans ce cœur là, et par contre, comment négocier avec monsieur qui est dans la zone, parce que zone n'a toujours des gens qui zone terre noire vivant ensemble, ancien Genève, nous sommes toujours dans la zone. C'est gourmet, nex a boumé avec eux. Ancien G peuple là a boumé avec ancien Genève là. Avec des Kounia, bon, le clair qui vivent ensemble n'a disloqué, pas qu'ils vivent ensemble encore. Parce que c'est même Genève, G peuple longtemps qui a boumé avec Genève là. Et puis, monsieur Sayo, dans la zone ça, il probablement il y a contrôle. Il y a contrôle, une zone ça, même par contre, comment on dit avec entreprise. Ok, par contre, comment on dit. Mais c'est sûr que selon hypothèse, si entreprise là, dans la zone là, de fonctionner, il y a un modus operandi ensemble avec monsieur qui est examen dans la zone. Même pas qu'on est, parce que moi, pas parler bagaille, pas qu'on est. Pas qu'on est, est-ce que vous avez monsieur au COP, est-ce que vous fonctionnez avec l'argent? Mais au bon modus operandi quand même, parce que si vous n'avez pas bien, vous ne pas fonctionner là. Il n'y a pas bon pour moi du tout, parce que aussi longtemps que vous n'avez pas campé, tirer mon en bas, toujours pas capable de bonne journée. Le Premier ministre Alix Didier Fizemi a tenu ce mardi un conseil des ministres extraordinaire dès son retour d'Europe, consacré à la crise sécuritaire. La réunion s'est déroulée au salon diplomatique de l'aéroport à l'ouverture à Port-au-Prince. Le gouvernement affirme vouloir renforcer rapidement les moyens des forces de l'ordre pour lutter contre les groupes armés et rétablir la sécurité sur le territoire. Le Premier ministre a assuré que l'État ne cédera ni à la peur ni à l'intimidation et promet une réponse coordonnée et durable contre la criminalité. Il a également appelé la population au calme et à la vigilance, promettant de poursuivre les efforts pour restaurer la paix publique. La détérioration de la situation sécuritaire à Cité-Soleil a contraint Médecins sans frontières à évacuer son hôpital et à suspendre temporairement ses activités dans la zone après plus de 24 heures de violents affrontements armés. Des dizaines de blessés ont été pris en charge tandis que des centaines de civils ont trouvé refuge dans l'établissement. Pour faire le point sur la situation, le chef de mission de MSF en Haïti, Thomas Curbillon, a répondu aux questions de Marvin Spierre. Vous êtes Thomas Curbillon, chef de mission MSF en Haïti. Merci de votre disponibilité. Merci à vous pour l'invitation. Bonne soirée à vous. Alors, pourquoi MSF a-t-elle été contrainte d'évacuer son hôpital et de suspendre toutes ses activités à Cité-Soleil? Eh bien, en fait, ce week-end et en fait la journée d'hier, lundi, Médecins sans frontières a dû prendre la décision d'interrompre et d'évacuer le centre hospitalier de Cité-Soleil de façon temporaire. Donc c'est une suspension temporaire, je tiens à le préciser. Tout simplement parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas du tout réunies pour pouvoir continuer à mener à bien notre action médicale. Il y avait donc énormément de combats autour de l'hôpital et même certaines fois assez rapprochés, ce qui nous a contraints d'une part d'adapter notre mode opératoire sur le site de l'hôpital. En plus de ça, avec la présence de ces combats très rapprochés, l'hôpital a reçu plusieurs balles perdues sur une période de temps relativement longue. Même si l'hôpital n'était pas visé, il y a quand même pas mal de balles perdues qui sont tombées, qui ont touché des bâtiments. Et puis nous avons eu aussi un de nos gardiens qui était en poste sur un des portails, qui a lui aussi été touché par une balle perdue et qui a été blessé. Donc à cela s'est ajouté aussi la présence de déplacés qui sont arrivés dans la nuit du dimanche au lundi, puisqu'on s'est retrouvé avec plus de 800 déplacés sur le site de l'hôpital. Donc vous pouvez imaginer que 800 personnes qui sont à découvert sur un site relativement vaste et où il n'était pas possible de les sécuriser, nous a contraints en fait à devoir suspendre nos activités. Monsieur Curbillon, est-ce que vous avez subi des pressions de la part des bandits?
Bah, vous savez, sur une situation telle que celle-ci, la pression, elle vient d'un peu partout. Que ce soit la pression de la population, après, nous, on ne fait pas forcément de distinction, hein. À partir du moment où une personne est blessée et passe le portail de notre structure, comme de toute et de n'importe quelle structure médicale, cette personne-là devient un patient. Donc, cette personne-là nécessite des soins et nous, on, on fait en sorte d'appliquer ces soins. Du coup, forcément, pas mal de pression, hein. Comme je vous l'ai dit, 800 personnes ont trouvé refuge de façon temporaire au sein de l'hôpital. Et forcément, plus ces balles perdues et la proximité de combat, cela crée forcément énormément de pression sur les équipes soignantes, les équipes aussi qui assurent la gestion des mouvements et de la foule à l'intérieur de l'hôpital. Alors, vous avez reçu pas mal de patients. Quel type de blessures avez-vous le plus observé? Des blessures par balle, par arme blanche ou autre chose? Principalement des blessures par balle, suite justement à ces combats qui étaient tout proches. Oui, des blessures par balle. Mhm. Alors, vous avez souligné tout à l'heure qu'un agent de MSF a été victime par une balle perdue. Alors, quelles mesures de sécurité avez-vous mises en place pour protéger le personnel soignant? Alors nous, d'une part pour le personnel soignant, mais aussi bien sûr pour les patients, les accompagnants et le personnel non médical qui travaille sur la structure, il y a différents endroits en fait qui sont sécurisés. Pour pouvoir mener à bien nos activités médicales, nous avons été contraints d'adapter la nature de nos bâtiments pour pouvoir se protéger contre les balles perdues. Malheureusement, ces protections ne couvrent pas l'ensemble du site. C'est pour ça que malheureusement, à certains endroits sont plus exposés que d'autres au risque de recevoir des balles perdues, ce qui a malheureusement été le cas il y a maintenant un jour et demi de cela. Est-ce que Médecins sans frontières a mis en place, je ne sais pas, un centre alternatif afin de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin? Alors, suite en fait à ce gros pic de violence sur la commune de Cité-Soleil, il y a énormément de personnes qui ont quitté les différents quartiers qui se trouvent autour de l'hôpital, et je les ai vus, enfin je les ai croisés hier matin en me rendant à l'hôpital, qui ont quitté ces quartiers, qui sont venus se réfugier vers pas très loin de la Sonapi, un peu plus sur la partie sud de Cité-Soleil. D'autres personnes qui ont trouvé refuge un peu plus proche de Delma. Et donc aujourd'hui, nous avons des équipes qui sont en train d'assurer des recensements et puis de mener une activité d'évaluation sur ces sites pour pouvoir très prochainement pouvoir apporter une réponse médicalisée via probablement des cliniques mobiles, mais aussi assurer des distributions de biens de première nécessité et également apporter une aide sur tout ce qui peut être en lien avec l'approvisionnement en eau, l'hygiène sur ces sites-là. On sait bien que Cité Soleil contient une grande agglomération. Il y a pas mal de personnes qui habitent cette commune et ce sont des personnes qui sont dans le besoin. Sous quelles conditions MSF pourrait-elle reprendre ses activités à Cité Soleil? Bien, tout de part, la première condition, c'est une accalmie, voire une trêve au niveau des affrontements qu'il y a pu y avoir. Ça, c'est une première condition. Une autre condition, c'est aussi et surtout le retour de la population dans les différents quartiers de Cité-Soleil, mais aussi la garantie, certaines garanties pour pouvoir reprendre nos activités en termes de sécurité. Voilà, ce sont essentiellement
ces garanties-là que nous allons rechercher au cours des prochains jours. Comme je vous l'ai dit, c'est une suspension d'activité qui est temporaire. J'espère qu'elle sera le plus courte possible. Aujourd'hui, nous allons continuer à suivre au jour le jour l'évolution des différents critères qui pourraient nous permettre ce retour. Et j'espère qu'il sera le plus rapide possible. En tout cas, ce serait une très bonne chose pour la population. Alors, si l'on tient compte du droit international, du droit humanitaire surtout, vous êtes libre d'exercer vos professions là où les gens en ont besoin. Alors, avez-vous un message à lancer, soit aux belligérants ou encore aux autorités concernées, afin de pouvoir vous faciliter la tâche à Cité Soleil ou dans d'autres endroits où les gens ont besoin d'aide, où il y a pas mal d'affrontements entre bandits armés? Le message, il est simple en fait, hein. C'est le respect des différentes, enfin de toutes les structures de santé, le respect du personnel de santé, le respect des patients et de respecter aussi les populations civiles qui habitent dans ces endroits. Voilà, donc moi c'est le message que je souhaite faire passer, et l'appel que je lance, c'est le respect des structures médicales, le respect du corps médical à pouvoir mener à bien les activités de prise en charge de patients. Voilà. Merci Monsieur Thomas Curbillon, vous êtes chef de mission MSF en Haïti. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. À bientôt. Autre point de l'actualité, le Bureau de coordination des affaires humanitaires lance un cri d'alarme face à la hausse dramatique des violences sexuelles en Haïti. Selon les données publiées pour les 3 premiers mois de l'année 2026, près de 2000 incidents de violences sexistes et sexuelles ont été recensés, soit une moyenne de 21 agressions par jour. La nature de ces violences suscite une vive inquiétude. Plus de 70% de ces cas signalés concernent des viols, contre 49% au trimestre précédent. Ces crimes, perpétrés majoritairement par des membres de groupes armés contre des femmes et des filles, sont le plus souvent des viols collectifs. Cette tendance s'inscrit dans la continuité d'une année 2025 déjà marquée par une augmentation de 25% des agressions par rapport à 2024. Face à cette crise humanitaire, les ressources financières demeurent largement insuffisantes. Sur les 15 millions de dollars nécessaires pour répondre à l'urgence, seulement 1,2 million ont été mobilisés, soit à peine 8% des fonds requis. Ce déficit compromet l'accès rapide aux soins médicaux dans le délai critique des 72 heures, limite le soutien psychosocial et réduit la disponibilité des abris d'urgence pour les victimes. La police nationale a annoncé lundi le déploiement massif de plusieurs unités spécialisées ainsi que de 9 véhicules blindés dans la plaine du Cul-de-Sac. Cette intervention fait suite aux violents affrontements entre gangs rivaux qui terrorisent la zone depuis le week-end dernier. Les unités d'élite, notamment le SWAT, le CIMO, la BRI, l'UDMO et la Task Force, ont été déployées dans des secteurs stratégiques comme Cazo, Carrefour Drouillard et Terre-Noire. Selon un communiqué de la PNH, cette opération vise à renforcer la présence policière, limiter les déplacements des groupes criminels et sécuriser les zones affectées afin de permettre aux citoyens déplacés de regagner leur domicile en toute sécurité. Autre dossier à Metro News, la journée internationale des infirmières est célébrée ce 12 mai 2026 autour du thème « Nos infirmières, notre futur, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies ». Cette célébration intervient dans un contexte de profonde crise affectant le fonctionnement du système de santé, alors que de nombreuses infrastructures sanitaires sont paralysées par la violence armée. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, le Dr Sinal Bertrand, a mis en avant le rôle essentiel des infirmières dans le système de santé haïtien et affirmé sa volonté de créer les conditions nécessaires à l'amélioration de leur efficacité. C'est un compte-rendu signé Richie Fortuné. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. C'est sur ce slogan qu'a été célébrée cette année la Journée internationale des infirmières.
Ce thème souligne l'importance capitale de ce corps de métier qui, en Haïti, fait pourtant face à des obstacles majeurs. Au-delà des célébrations officielles du ministère de la Santé, la précarité de leurs conditions de travail reste le dossier le plus brûlant. Véritable pilier du système de soins, ces agents se retrouvent souvent impuissants face au délabrement des infrastructures et à l'insécurité galopante. Un constat qui pousse le ministre de la Santé publique à leur adresser un message clair. Vous êtes vraiment le potomitan de notre système de santé. Dans les moments les plus difficiles, dans les zones les plus difficiles, dans les urgences, mais aussi dans la misère. Parce que Guita fait que ce parler là tout à l'heure dans les camps, zones qui périculent, côté insécurité à bravager, ou toujours, ouais, bon potomitan qui répond et qui est lié, c'est infirmière nous, ou bien infirmière nous. Il y a un médecin, mais infirmière là, c'est lui-même qui était potomitan vraiment, sans pas besoin de flatter moun. Pour illustrer leur dévouement, Sinal Bertrand rappelle que même dans les zones les plus isolées, là où les médecins hésitent à s'aventurer, des infirmières restent fidèles à leur poste pour soigner la population. Si le ministre concède que des failles structurelles freinent leur action, il a néanmoins mis en garde contre les mouvements de grève interne, estimant qu'ils aggravent une situation déjà critique. Ou qu'a fait grève parce qu'on va toucher. Ça nous comprend ça, ou bien plein de droits, ou tu vas voir le travail, ou 12 mois. Mais de vous camper, ou empêcher la maternité de fonctionner, ou empêcher un monde qui va le monde la vie, ou faire femme enceinte mourir, ou faire petit monde mourir, on est des actes de crime. Et les arts, la justice à poursuivre. Je ne vais pas supposer dire ça dans la grande journée, mais on est nous-mêmes, nous n'avons faut éviter de tomber dans le problème. Bien que le rapport soit vital pour la permanence des soins, cette cérémonie, réunissant autorités et cadres du secteur, s'est partagée entre l'établissement d'un diagnostic sombre et des promesses d'amélioration. Pedrika Saint-Jean, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, s'est également exprimé pour soutenir la cause. Que serait une salle d'urgence sans leurs gestes rapides et rassurants? Que deviendraient les nouveau-nés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les malades et les blessés sans leur vigilance constante et leur accompagnement humain? Le silence remplacerait le réconfort, l'angoisse prendrait la place de l'espoir et bien de vies seraient abandonnées à la souffrance. Profitant de cette tribune, plusieurs organisations du secteur de la santé ont rappelé une nécessité absolue. Pour sauver des vies, ce personnel doit être écouté, formé, équipé et surtout impliqué dans les décisions stratégiques liées au système de santé. Plus de 25 projets portés par des étudiants et des startups seront présentés lors de la première édition de la foire technologique organisée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne et le Conseil national des télécommunications Conatel, à quelques jours du lancement officiel de l'événement prévu les 15 et 16 mai à l'hôtel Montana. Les organisateurs ont une nouvelle fois appelé les jeunes à y participer massivement, mettant en avant l'importance de l'innovation technologique dans les institutions locales. À l'occasion de cette nouvelle initiative, lancée ce mardi 11 mai, plusieurs entreprises, notamment des compagnies de transport aérien et des sociétés de services financiers mobiles, ont également mis en valeur le potentiel des produits et services qu'elles présenteront durant la foire. Et puis nous refermons la page nationale de Métro News sur cette nouvelle qui réjouit Haïti tout entière. Après une saison remarquable avec l'OL Lyon, Melchi Dumornay a été sacrée meilleure joueuse de l'Arkema Première Ligue lors des trophées UNFP 2026. La 34e cérémonie des trophées UNFP s'est tenue ce lundi 11 mai 2026 au Palais Brongniart à Paris. Grâce à ses performances décisives avec l'OL Lyon cette saison, Melchi Dumornay a remporté le titre de meilleure joueuse du championnat, une distinction qui confirme son ascension au plus haut niveau du football féminin.
Très émue au moment de recevoir son trophée, elle s'est confiée dans ses premières réactions. Nous allons en découvrir le verdict de ce trophée de meilleure joueuse. Taïris nous en prie pour l'ouverture de l'enveloppe. Élu par l'ensemble des joueuses de Première Ligue, le trophée de meilleure joueuse d'Arkema Première Ligue pour la saison 2025-2026 est attribué à Melchi Dumornay, OL Lyon. Déjà nommée l'année dernière, l'Haïtienne décroche enfin ce trophée. Elle a été décisive en finale de la Coupe de la Ligue et encore hier en finale de la Coupe de France. Corventina, comme on la surnomme, rêve de tous les titres et peut-être même du Ballon d'Or. Bravo Melchi, toutes nos félicitations. À 22 ans, vous soulevez ce trophée. On vous écoute. Bonsoir à tous. C'est un immense honneur d'être ici, remporter ce trophée. Ça fait grave plaisir. Et je voudrais dédier ce trophée à mes coéquipières et les staff de mon équipe, parce qu'on sait que le foot, c'est un sport collectif. Et je sais que combien on travaille dur, et sans elles, je ne pourrais pas être là. Et aussi aux joueuses qui ont voté et aux coachs qui ont voté. Avoir cette reconnaissance-là, ça a une valeur particulière à mes yeux. Des joueuses que je côtoie presque tous les week-ends, que je ne connais pas. Et surtout, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu au quotidien, ma famille, mes amis. Et c'est des travail dans l'ombre et je suis très content de pouvoir avoir ce trophée. C'est une fierté aussi de représenter mon pays, Haïti Chérie. Et ça fait grave plaisir de pouvoir amener mon pays à suivre et vivre aussi à travers mes exploits. Et merci à tous. Félicitations Melchi. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres. Les affrontements entre gangs rivaux à Cité-Soleil ont fait au moins 80 morts depuis le week-end écoulé. Des milliers d'habitants fuient les quartiers touchés, tandis que la vie quotidienne est totalement paralysée dans plusieurs zones de la commune. Dans l'intervalle, la PNH annonce le déploiement d'unités spécialisées et de véhicules blindés dans plusieurs zones de la plaine du Cul-de-Sac afin de contenir la violence des gangs et sécuriser les populations déplacées. Et puis le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies s'inquiète d'une hausse alarmante des violences sexuelles en Haïti. Près de 2000 cas recensés en 3 mois selon l'OCHA, qui alerte sur l'explosion de ces violences dont les femmes et les filles restent les principales victimes. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition de ce journal. Mais entre-temps, restez branchés sur Métropole, la programmation continue. Bonsoir.